Alors, allez, mesdames, messieurs, je pense qu'il est l'heure. On va pouvoir commencer cette réunion concernant le projet de vie et notre futur PLU. Je vous remercie tout d'abord d'être aussi nombreux. Et puis je vous demande d'excuser certains de mes collègues du conseil municipal qui sont retenus sur d'autres événements, notamment Jean-Christophe Lidoni qui est au forum pour les championnats du monde et qui nous rejoindra après. Voilà. Donc merci de les excuser. Donc je vous remercie d'être venus dans cette salle du Prat. C'est impressionnant que vous soyez. Il y a de réels enjeux, donc pour ça vous êtes aussi nombreux. Cela prouve que les questions concernant le plan local d'urbanisme intéressent vivement les Saint-Bonnais, et c'est la raison pour laquelle la municipalité en a fait un dossier prioritaire. Comme vous le savez, le plan local d'urbanisme a été annulé en 2011. Malgré notre tentative de maintien, l'annulation a été confirmée en avril 2014, pour une raison de forme. Et depuis, nous sommes retournés à l'ancien document qui est le plan d'occupation des sols, et qui n'est plus en phase aujourd'hui avec le développement de notre commune. Cette situation nous a conduit à réfléchir sur les orientations et les évolutions que nous souhaitons voir se concrétiser à l'avenir et à engager par conséquent sa mise en révision. Le nouveau PLU, en cours d'élaboration, va engager la commune pour les 15 à 20 ans à venir. Le nouveau plan local d'urbanisme sera également l'occasion de mettre à jour nos politiques d'aménagement. En effet, celles-ci doivent être conformes aux nouvelles lois Grenelle et Allure dont vous avez entendu parler, mais aussi au schéma de cohérence territoriale de Tarentaise, le fameux SCOT, qui est un document supra-communal qui sera au-dessus du PLU, et qui est aussi en cours d'élaboration et qui doit être validé fin 2017, hein, Pierre, c'est pour le SCOT. Notre volonté sera donc forcément contrainte par ces facteurs supplémentaires que nous ne connaissions pas auparavant. Aujourd'hui, une étape importante a été réalisée. Les enjeux identifiés dans le cadre du diagnostic territorial ont permis de définir les grandes orientations d'aménagement de notre commune pour les années à venir. Ce projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, que nous vous présentons aujourd'hui, traduit les choix forts arrêtés par la municipalité, donc à savoir, premièrement, répondre aux besoins de la population permanente, bien entendu. Deuxièmement, conforter et diversifier le positionnement touristique de notre commune. Et troisièmement, préserver et valoriser le cadre de vie. J'ai donc souhaité, avec le conseil municipal, vous rencontrer dans cette étape clé afin que vous puissiez vous exprimer. En effet, le PADD est l'affaire de nous tous. C'est pourquoi vous êtes largement associés à la démarche à laquelle nous procédons aujourd'hui. Vos remarques et vos contributions pourront venir alimenter ce futur projet. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il existe un site internet dédié au projet et qu'un livre blanc est aussi à votre disposition depuis l'engagement de la procédure. Le travail des élus va se poursuivre dans les mois qui viennent en abordant plus particulièrement le zonage afin que le projet puisse être soumis pendant l'été à l'avis des personnes publiques associées à la démarche. Et ces personnes publiques associées, c'est la préfecture, la chambre d'agriculture, le conseil général et d'autres chambres consulées. Une enquête publique sera organisée dans l'automne. Elle vous permettra de faire part de vos avis et remarques à un commissaire enquêteur nommé par le tribunal administratif. À la suite de cette procédure, le projet de PLU sera soumis à l'approbation du conseil municipal afin de clore la procédure avant sa mise en application. Ce document sera dit opposable aux tiers, ce qui signifie qu'il devra être respecté par tous. Donc ensuite, je vais passer la parole à Patrick, mais avant, je voudrais remercier tous les services de la mairie et les élus qui participent régulièrement à ces réunions de travail. C'est un dossier qui est très lourd à mener. Remercier aussi le cabinet de Monsieur le maire, qui nous aide régulièrement sur l'élaboration de ce futur PLU. Donc une grande implication de tout le monde. Et voilà, sachez qu'on essaie de sortir ce futur PLU pour le mois de décembre et que nous mettrons tout en œuvre pour qu'on tienne les délais. Je laisse la parole à Patrick qui vous dira un petit mot d'introduction aussi. Bonsoir à tous. Comme vient de vous le dire, monsieur le maire, le travail d'établissement d'un PLU c'est très long. Ça présente d'autant plus d'enjeux qu'il survient alors que nous sommes aujourd'hui en possession d'un document qui s'appelle le POS et qui ne nous convient pas à ce que l'on souhaite. L'ensemble des membres du conseil, comme l'a dit monsieur le maire, se sont mis au travail effectivement avec les services communaux
en étroite collaboration donc, avec les bureaux d'études de M. le maire, et à l'occasion de nombreuses réunions de travail pour établir un état des lieux donc, qui va vous être présenté de notre commune et déterminer les enjeux et formaliser donc, les intentions en termes de développement. C'est le résultat donc, de cette réflexion et de notre stratégie qui va vous être présentée donc, par le cabinet de M. Bernard Lemaire. Bien entendu, ça va se passer donc, en 3 thèmes. Ces 3 thèmes vont prendre environ 45 minutes. Entre chaque thème, eh bien, on fera une pause et chacun donc, pourra s'exprimer et nous pourrons répondre donc, à vos questions. Voilà, donc je passe donc la parole au cabinet de M. Bernard Lemaire. Juste rajouter que nous travaillons actuellement sous POS et que malgré le POS, il y a quand même des projets qui sortent. Certes, ils sont plus restrictifs en termes de surface, etc. Mais que la vie continue malgré tout et que durant l'été, il y aura quand même des projets qui seront mis en œuvre par différents opérateurs. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Le micro. Merci, monsieur le maire. Donc, bonsoir à vous. Bernard Lemaire, urbaniste du cabinet Espace et Mutation, et en effet, nous accompagnons vos élus sur la réalisation de leur nouveau PLU. Comme on l'a dit, bon, même si cela a déjà été un tout petit peu ébauché par notre premier élu, on va revenir un petit peu sur la démarche générale, c'est-à-dire comment se positionne un PLU au jour d'aujourd'hui, au regard de toutes les lois et des textes qui peuvent s'y appliquer. Les objectifs municipaux, alors bien sûr, il existe une délibération du conseil municipal complète. On en a extrait volontairement quelques éléments qui nous paraissaient les plus importants et les plus emblématiques par rapport au devenir du territoire communal, et les 3 thématiques sur lesquelles on s'arrêtera. Première thématique sur les résidents permanents, seconde thématique sur le tourisme, troisième thématique sur le cadre de vie, avec une synthèse en fin de parcours, sachant qu'il serait le plus intéressant qu'on puisse échanger sur les différentes thématiques. Je vous propose, monsieur le maire, si vous en êtes d'accord, que je m'arrête à chaque thématique et que pendant 10 à 15 minutes, on puisse échanger si vous le souhaitez, sachant que si pour autant vous n'avez momentanément pas de questions, on pourra reprendre les questions en fin de parcours. Le cadre de notre réunion de ce soir, monsieur le maire. Ok. Je vais essayer de tenir aussi le délai. Petit rappel donc, en effet, en 2013, en septembre 2013, nous commencions pour le compte de la collectivité l'élaboration, la révision d'un plan local d'urbanisme qui s'est d'abord concrétisé par un diagnostic territorial qui nous a permis de lister les enjeux. Alors, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le maire, le diagnostic territorial aujourd'hui est en ligne, c'est-à-dire qu'il est très très complet. Vous verrez qu'on en a puisé quelques éléments, mais pour ne pas surcharger la réunion de ce soir, on en a vraiment pris quelques éléments très très simplement. Ce diagnostic est très complet puisqu'il fait plus de 100 pages. Il vous permet de comprendre l'état de situation du territoire dans le grand territoire et les différentes composantes que gèrent l'économie, l'agriculture, le tourisme et le développement de ce territoire. Ensuite, et ça c'était une des nouveautés par rapport au plan d'occupation des sols, aujourd'hui on doit réaliser un PABD, un projet d'aménagement et de développement durable. C'est ce document qu'on va vous présenter. Alors, ça me permet également, pour le vivre quotidiennement avec beaucoup de collectivités, ce soir nous ne parlerons pas de zonage, parce que nous n'y sommes pas encore. On ne vous cache rien, le but n'est pas de cacher, le but est simplement d'avancer dans une vraie stratégie qui permet de justifier des enjeux. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les réponses que votre équipe municipale souhaite porter sur les différents enjeux. Ensuite, nous les traduirons, sous-entendu, nous leur donnerons corps dans des orientations d'aménagement, dans des plans de zonage et dans un règlement. Au jour d'aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là. Ce qui a été d'ailleurs très très bien dit précédemment, c'est qu'on vous présente le projet d'aménagement et de développement durable, et jusqu'à l'été, on va traduire ce projet. C'est-à-dire que quand on dit une thématique, comment on la traduit sur le territoire, c'est-à-dire comment on définit le zonage, comment on définit le règlement, et comment on définit en tant que tel les différentes orientations de ce territoire. Donc c'est la phase 3, transcription, sachant que lorsqu'on aura terminé cette transcription à l'été, l'idée consiste à entrer dans les procédures administratives, comme cela là aussi a été dit par monsieur le maire. Procédures administratives, tout d'abord, consultation des personnes publiques associées. Je rajouterai, comme ça, pour mettre un tout petit peu de sel sur les blessures, que le schéma de cohérence territoriale est à part entière une personne publique associée.
Et donc, ça nous permet de repositionner le rôle, la stratégie et l'importance du schéma de cohérence territoriale par rapport à notre PLU, dans la hiérarchie des forces. Et après cette consultation des personnes publiques associées, il y a aussi les collectivités voisines, il y a la région, il y a en effet toutes les chambres consulaires et le département. Nous consulterons, et c'est bien loin, la deuxième partie la plus importante dans l'échange, c'est la population. C'est donc vous. Et cette consultation, elle fera l'objet d'une enquête publique avec un commissaire enquêteur qui vous recevra et là aussi d'un rapport de ce commissaire enquêteur prenant en considération toutes les problématiques particulières qui demeurent. Je me plais toujours à dire qu'un projet, c'est d'abord une démarche et une volonté politique qui a besoin ensuite, y compris des propriétaires fonciers, pour voir sa réalisation s'effectuer. On ne fait pas l'un sans l'autre. Donc il y a une véritable complémentarité nécessaire. Alors, simplement pour vous dire que ce projet d'aménagement et de développement durable, depuis la loi Solidarité, Renouvellement Urbain et la loi Urbanisme et Habitat, c'est un document extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il va être l'élément fédérateur et surtout l'élément permettant de faire naître des orientations d'aménagement et de programmation, pour parler simplement des plans masse, un règlement écrit, pour ceux qui ont déjà construit ou qui ont eu l'habitude d'intervenir sur l'ancien PLU ou même le plan d'occupation des sols, c'est ce fameux règlement avec ses 13 articles qui autorisaient, interdits, auteurs, etc. Et le plan de zonage, qui est un règlement, lui, un règlement de phasage et d'occupation du territoire. Je suis dans un secteur constructif ou je suis dans un secteur qui n'est pas constructif. Donc ces trois éléments, qui eux vont s'opposer totalement à toute demande d'urbanisme, se doivent obligatoirement d'être en compatibilité totale avec le projet d'aménagement et de développement durable. J'insiste lourdement, mais c'est pour que vous compreniez bien quelles sont les hiérarchies et comment les choses se mettent en place. Là aussi, monsieur le maire l'avait dit, on est loin de faire un document tout seul pour les habitants de Saint-Bon et seulement pour les habitants de Saint-Bon. On doit prendre en application tous les textes supracommunaux. Monsieur le maire en a cité, en effet, la loi Grenelle, qui ont été les lois Borloo 1 et 2, la loi, en effet, Allure, accès au logement et un urbanisme rénové, et tous les textes antérieurs ou confirmés qui vont s'appliquer à notre territoire communal en conformité ou en compatibilité. Je ferai comme rappel une loi, l'une des plus historiques, c'est la loi Montagne. On a cité donc les lois Grenelle et Allure, la charte du parc national, lorsqu'elle sera terminée, qui aura des opposabilités aussi sur notre territoire, un plan de prévention des risques naturels, PPRN, qui va être lancé par la préfecture pour garantir les risques tant d'avalanches, d'inondations, de glissements de terrain, etc. sur le territoire communal, un schéma régional de cohérence écologique. Je vous l'ai mis à gauche, pourquoi? Parce qu'il a moins d'importance, puisqu'il sera obligatoirement intégré au schéma de cohérence territoriale. Par contre, ce schéma de cohérence territoriale, lui, va s'appliquer en compatibilité forte au plan local d'urbanisme. Donc, il est éminemment important, et c'est ce que font régulièrement vos élus, c'est d'assister aux ateliers et de participer aux ateliers de ce schéma de cohérence territoriale pour faire entendre la voix du territoire de Courchevel, de Saint-Bon-Courchevel, et là aussi de prétendre défendre également le projet de vie et le développement de projet de vie sur notre territoire. Nouveauté également, le plan local d'urbanisme se doit maintenant de prendre en considération une évaluation environnementale qui devra démontrer que tout secteur de développement, s'il touche des secteurs environnementaux sensibles, devra compenser, réparer ou protéger. Donc on est bien dans une situation où la marge environnementale a pris beaucoup plus d'importance qu'elle n'en avait. On doit ça, entre autres, aux lois Grenelle et Grenelle 2, montées par M. Borloo. Donc le PPRN, j'en ai un petit peu parlé. Prescription préfecture, puisque c'est la préfecture qui doit prescrire la mise en œuvre d'un PPR. Et là, c'est elle, donc c'est naturel. L'objectif, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes, de délimiter des zones de risque et d'éviter l'aggravation des aléas. Donc là-dessus, de toute façon, le PPRN s'appliquera à votre territoire, même si entre-temps, il devait traîner, entre guillemets, dans sa mise en œuvre, il s'appliquerait, puisque c'est un document supracommunal qui a valeur d'opposabilité, y compris un PLU. On essaiera d'en faire ce peu que votre document d'urbanisme
correspondent et prennent en considération le PPRN. Rien ne serait plus absurde de considérer qu'on classe en secteur constructible des terrains qui seraient dans des couloirs à avalanche, par exemple. On en a parlé, on fait un tout petit rappel, le schéma de cohérence territoriale, parenthèse vanoise, qui doit fixer la stratégie touristique de l'ensemble du massif, fixer les besoins en logement et le nombre d'hectares à disposition. Donc vous voyez que c'est loin d'être innocent. Ça veut dire que dans ce grand territoire, on va devoir partager, j'insiste lourdement sur la thématique partager, et fixer les stratégies de protection. Donc ça veut dire qu'à un moment déterminé, les interactions entre les différentes stations et les différentes communes qui composent ce schéma de cohérence territoriale vont exister. Donc à un moment déterminé, il conviendra là aussi de faire valider le projet de vie porté par le territoire. Comme le disait M. le maire, le SCOT est aujourd'hui en cours d'élaboration puisque son projet d'aménagement et de développement durable, ce qu'on vous présente à l'échelle du PLU ce soir, a déjà été, lui, présenté au comité de participation, sachant que là aussi, il devra aller, lui, vers un document d'orientation et de projet. Les objectifs, comme je vous l'ai dit, on n'a pas repris la totalité de la délibération de vos élus, mais quelques thématiques qui nous paraissaient éminemment importantes. Entre autres, il était dit poursuivre l'équipement de la station dans une logique été-hiver, pérenniser le niveau d'hébergement touristique. Donc on peut se dire que c'est en assurant la fréquentation du domaine skiable et en essayant de pérenniser des emplois à l'année, si on veut à tout prix, là aussi, avoir une logique été-hiver. Proposer de nouveaux logements permanents, diversifier le tissu économique pour pérenniser l'activité sur le territoire. C'est toujours lié, bien entendu, là aussi, à un développement de la population permanente. Donc ça passe en créant les conditions favorables au maintien d'une vie à l'année et en renforçant les centres urbains pour assurer la proximité entre logement et équipement commerce. Deuxième thème qui nous paraissait important, c'était permettre le développement interne d'un réseau de transport urbain par câble en assurant la proximité entre les gares de remontée mécanique et le développement du territoire. Là encore, pour réduire, tant faire se peut, l'incidence et aujourd'hui la problématique posée par la desserte routière et les voitures. Définir des règles de construction adaptées qui respectent les différentes morphologies qui seront retenues, être attentif au point de vue, en travaillant sur les volumétries de construction, en menant une réflexion de type urbanisme de projet sur les centres urbains pour encadrer les évolutions futures. Là encore, comme je le disais tout à l'heure, nous en sommes au stade des grandes données et des grandes idées. Il va y avoir du travail à mener. J'ai pu apercevoir que plusieurs maîtres d'œuvre étaient présents ce soir. Je pense, je parle sous couvert de mes élus, mais qu'il sera intéressant dans un atelier de travail que ces derniers nous accompagnent pour voir comment avancer sur un règlement qui soit tout sauf totalement abscon. Sachant que vous avez un territoire qui a énormément évolué, des formes architecturales très diverses, et des volumétries, des cônes de vue et des éléments de connaissance qu'il est intéressant, sinon même nécessaire, de partager. Je ne dis pas de bêtises, monsieur le maire? Pas encore. Alors, répondre aux besoins des permanents. C'est une infime partie sortie du diagnostic territorial présent sur les sites internet de la collectivité qui nous permet de comprendre vers quoi nous avons voulu aller. Organiser la poursuite du développement de la partie basse, proximité, équipement, service. Parce que vous avez un territoire qui a une particularité, c'est de s'étager sur des plateaux successifs. Donc vous comprenez que quand je parle de la partie basse, je parle de Saint-Bon, des hameaux et territoire sur lequel nous sommes, c'est-à-dire du Prat. Continuer à soutenir l'habitat permanent en station. Là aussi, si on veut parler été-hiver, il va falloir qu'on se repose la problématique dans le haut du territoire. Consolider l'activité sur le territoire pour maintenir une dynamique démographique indispensable au village. Là aussi, l'attractivité est fondamentale si on veut à tout prix continuer à fixer des populations et prétendre demain des équipements, des commerces et des services qui permettraient de faire vivre à l'année notre territoire. L'orientation générale, répondre aux besoins des permanents, c'est favoriser et soutenir le développement de l'habitat permanent pour pérenniser et développer les équipements et les services à la population. On a donc retenu le principe de dire qu'il faut que le territoire de
Courchevel, Saint-Bon, soit en capacité de produire environ 250 logements pour des permanents à l'horizon 2030. Débat que nous avons essayé d'avoir également avec les services de l'État, c'est-à-dire de se dire, on a besoin d'avoir une visibilité d'un projet politique à terme, donc on demande de travailler sur un PLU non pas à 10 ans, mais à 15 ans. Parce qu'on a besoin d'entériner, de fixer les choses et de voir comment on peut leur permettre une véritable pérennité. Ça passe par le développement d'une ville-village à l'année, on l'a déjà dit, de permettre aux habitants de rester sur la commune. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on prenne ce qu'on appelle la décohabitation et le desserrement des ménages. C'est aussi les familles uniparentales, c'est l'éclatement et le fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a des familles qui ont moins d'enfants qu'elles ne l'avaient antérieurement. Et maintenir aussi le parcours résidentiel, c'est-à-dire de se dire que si on accueille et qu'on arrive à créer les conditions nécessaires à la vie de jeunes ménages en permanence sur le territoire, il faut qu'on les accompagne tout au long de leur vie active et y compris de leur retraite sur le territoire communal. Donc une vraie réflexion sur le parcours résidentiel. Donc ça passe par une mobilisation du foncier communal en station pour poursuivre la production de logements sociaux, en organisant le développement des villages et en assurant la destination de l'habitat permanent dans les projets privés. Donc ça passe bien par un interventionnisme volontaire, à la fois sur les stations et sur le développement du village. Les pistes de réflexion qui ont été retenues, et on exclut volontairement, bien entendu, les petits terrains qui, eux, ne sont pas concernés par une problématique de maîtrise d'ouvrage communal, qui continueront à se construire à partir du moment où ils sont à l'intérieur des zones urbaines identifiées. On sait poser la problématique qui a déjà été une problématique de réflexion, de type aménagement d'ensemble sous maîtrise d'ouvrage communal, signature d'une convention avec les propriétaires pour transfert de propriété en vue de viabilisation de ces parcelles et rétrocession au privé de l'eau viabilisée avec signature d'une convention habitat permanent. Comment fixer des populations permanentes et éviter de continuer seulement à développer à court et à moyen terme des lits froids, sachant que ces lits froids ne permettront pas de fixer une population et de prétendre demain à des équipements et des services et des commerces nécessaires à une vie permanente. Sinon, on continuerait à aller chercher, on va dire, son bispec de nos ailes. Favoriser et soutenir le développement de l'habitat permanent, ça passe aussi par l'accompagnement de la croissance avec de nouveaux équipements. Donc on se pose des questions aujourd'hui de renforcer l'attractivité de Saint-Bon en affirmant le chef-lieu et le Prat pour l'accueil des équipements structurants. Donc on va parler d'espace public, de requalification du secteur de la mairie, de sécurisation des piétons sur le secteur par exemple de Saint-Bon village et d'un développement maîtrisé et organisé par rapport à de futurs équipements. On a parlé, on en reparlera, y compris d'un transport en commun, y compris par câble, à long terme, qui nous permettrait de raccorder Saint-Bon, y compris aux stations du groupe, de manière à là aussi alléger la problématique de la voirie et permettre un développement harmonieux entre la zone basse et la zone haute. On a la même problématique sur le Prat, où il faut permettre là aussi la réalisation de nouveaux équipements tournés vers le fond de neige, qui peuvent être des équipements culturels, sportifs ou éducatifs. Et là aussi, une vraie réflexion est à mener en lien direct avec le fond de neige. Donc vous avez bien compris que si on veut pouvoir mobiliser du foncier à un moment déterminé, il faudra qu'on se pose la question de la route départementale et qu'on l'évacue pour à un moment donné apaiser un secteur sur lequel on pourrait accueillir de l'équipement. Maintenir les jeunes sur la commune, c'est accueillir de nouveaux habitants, c'est donc poursuivre une dynamique déjà menée ces dernières années, en développant l'activité estivale pour pérenniser des emplois à l'année, en développement l'aide au logement pour faciliter la fixation des actifs sur la commune. On a donné une méthodologie foncière qui pouvait être mise en œuvre, et développer des emplois autres que touristiques. Là aussi, il y a une vraie problématique pour élargir à tout prix le champ qui permet pas seulement d'une façon touristique, de développer, entre autres, l'activité d'été. Donc, l'orientation seconde, c'est l'emploi. L'emploi, ça passe également par la création de conditions favorables à l'implantation de nouvelles activités économiques autour d'eux, autres que le tourisme, pour développer l'emploi à l'année. Donc, se sont posées une première problématique
consisterait à imaginer l'implantation d'une pépinière d'entreprise au Prat, de favoriser l'implantation d'activités artisanales dans 2 secteurs sur lesquels la compatibilité avec le logement n'est pas possible, donc des secteurs isolés. Le premier, d'intérêt intercommunal au niveau du Carré, et le second, d'intérêt local au niveau du Fresnay. On en reparlera tout à l'heure dans l'économie, mais il s'agit là aussi de favoriser la mixité des activités économiques dans le tissu urbain, donc de permettre aussi les services à la personne. Toujours dans l'emploi, donc, le site du Fresnay, l'organisation de certaines activités des villages pour permettre leur développement, et le site du Carré, de réfléchir en fait à une valorisation de la route départementale, d'une création d'une contre-allée qui nous permettrait également de mettre en œuvre un P+R, vraiment un plan, un parking relais, et également une contre-allée pouvant desservir toute une zone d'activité portée par l'intercommunalité. Une thématique qu'il ne nous faut pas oublier, je vous en avais parlé tout à l'heure, c'est la thématique environnementale. Nous devrons dans notre organisation prendre en compte les zones agricoles homogènes mises en exergue par le schéma de cohérence territoriale. Vous les voyez globalement un peu positionnés, ce sont nos tâches, on va dire, jaune-vert. Prendre en compte les ouvertures sur le paysage, on a déjà des cônes de vue importants qu'il conviendra d'identifier plus précisément et de maintenir. On en retrouve certains très précisément. Préserver le corridor écologique. On a un corridor écologique identifié, Dieu merci, ne nous impacte que peu. D'autres territoires faisant partie, là aussi, du schéma de cohérence territoriale, qui sont nettement plus impactés. On a ensuite la limitation des nuisances en zone urbaine de la RD de 91A, vraie problématique, et le développement de l'habitat vers les transports en commun et les équipements, de manière là aussi à éviter l'usage de la voiture, ça va sans dire. En organisation, on peut se dire qu'il va falloir conforter le chef-lieu et le Prat pour renforcer leur complémentarité et l'accessibilité au commerce et aux équipements-services. Le Prat sera un pôle service et le chef-lieu un pôle équipement. Donc là aussi, à trouver à la fois les lieux de positionnement et les lieux de développement. On s'est posé ces questions. Donc pour notre interrogation aujourd'hui, il convient de mobiliser du foncier sur Saint-Bon-le-Bas qui bénéficie de plusieurs atouts. Le premier, c'est de ne pas alourdir la thématique accès et desserte routière. La deuxième, de ne pas emboliser des vues et des développements sur le grand paysage et de permettre malgré tout d'accueillir à la fois des services et des populations permanentes d'une façon qualitative. Donc on est bien sur une orientation d'aménagement qui devra voir le jour. Donc vous voyez qu'on est vraiment au balbutiement, on n'en est pas encore aux parcelles, on est dans un positionnement stratégique et on s'interroge simplement sur la nécessité de mettre en œuvre une orientation d'aménagement avec une maîtrise d'ouvrage communale et plusieurs opérations possibles qui partiront là aussi tranche par tranche, ça paraît nécessaire. Alors, petite précision, puisque les orientations d'aménagement, c'est un outil de planification, on va essayer de développer sur le territoire de Saint-Bon un nombre d'orientations d'aménagement et de programmation qui correspondront, là on vous a montré en exemplarité une orientation d'aménagement qui n'est pas du tout sur le territoire communal, puisqu'on n'en est pas encore à la réalisation des orientations d'aménagement. Par contre, les orientations d'aménagement se définissent toujours en deux thématiques, un schéma de principe, qui va dire, entre guillemets, l'essentiel, par exemple, les zones de constructibilité, les accès, les fronts bâtis nécessaires et les hauteurs et les positionnements de parking, par exemple, et qui vont ensuite décrire tous les principes d'aménagement. Ces descriptions pouvant être complétées, et c'est pour ça qu'on dit toujours orientation d'aménagement et de programmation, d'échéanciers prévisionnels d'ouverture. Par exemple, peut-être de dire, première tranche, lorsque cette tranche est réalisée à 80%, deuxième tranche qui pourra se réaliser. Ce qui permet là aussi à la collectivité de maîtriser les coûts générés par les équipements rendus nécessaires au développement de ces secteurs. Donc là encore, c'est un équilibre financier par rapport au budget communal. Donc c'est un travail que nous devrons mener, si je reviens sur la page précédente, sur ce secteur, il va demain falloir que nous mettions en place des orientations d'aménagement et de programmation, que nous allons travailler avec vos élus pour dire comment on envisage l'organisation, le développement et le phasage de ce secteur, qui est un secteur prioritaire pour permettre le développement dans les 15 ans qui viennent du territoire de Saint-Bon.
Même chose sur le PRA. On a un premier secteur qui mérite à un moment déterminé de se terminer, entre guillemets. Là aussi, on est dans un territoire où voilà, les choses se continuent au gré du vent et au gré des constructions. Je pense qu'il est intéressant, pour conforter le secteur du PRA, de se dire sur ce secteur, il y a matière à terminer, entre guillemets, à achever, pour la période de 15 ans, soyons modestes, ne dépassons pas ce stade, sur ces 15 ans qui viennent, une organisation urbaine qui donnerait tout à coup du sens au territoire du PRA dans sa finalisation et dans ses franges. Donc là encore, pas d'autre hypothèse compte tenu des enjeux portés que de réaliser des orientations d'aménagement avec une maîtrise d'ouvrage communale et deux opérations indépendantes qui pourraient être réalisées. On est toujours en train de parler de l'habitat permanent. C'est aussi l'obligation de se dire les orientations d'aménagement, c'est le moyen, là aussi, de marquer très clairement les pistes de vie. Deuxième secteur éminemment important, c'est le PRA Ouest. Alors le PRA Ouest, là on est dans un site stratégique pour le développement futur de l'ensemble du territoire, avec des enjeux très forts qui vont rentrer en contradiction avec les enjeux aujourd'hui déclinés par le schéma de cohérence territoriale sur les enjeux agricoles. Donc là, il va falloir qu'on fourbisse nos armes et qu'on explique ô combien ce secteur est éminemment important pour construire et consolider un projet de vie à l'échelle de l'ensemble du territoire, permettant d'accueillir véritablement toute une réflexion de quartier avec une pluriactivité, l'accueil de services, de logements permanents et touristiques. Donc là, on est véritablement sur un véritable quartier, sur un développement d'importance qui nécessite, au jour d'aujourd'hui, de mettre en place un périmètre de gel pour réfléchir justement sur ce projet et de ne pas se laisser déborder, entre guillemets, par deux, trois projets parasites qui pourraient totalement bloquer le futur de ce secteur qui est un secteur emblématique pour le territoire de Saint-Martin. Même chose pour cet habitat permanent dans les stations, où on a des secteurs identifiés, soit déjà en cours, et on avait un dossier de ZAC, soit des secteurs qui devront permettre des accueils, là aussi, d'accueil d'hébergement permanent. On est donc sur les secteurs identifiés, de l'entrée de Courchevel, de Morion, de Petit Morion et vers des communaux, sur lequel, là aussi, on va conforter le parc de logements locatifs aidés pour améliorer, entre guillemets, l'activité touristique et permettre là aussi de la conforter et de la développer. En organisation, pour récapituler, là aussi, il va falloir qu'on parle demain de formes urbaines. Donc on s'interroge actuellement sur le hameau et sur le chef-lieu et le PRA-Est avec l'habitat individuel de l'habitat individuel groupé en formes urbaines. C'est-à-dire qu'on est au grand maximum sur des gros chalets, mais on imagine difficilement avoir un impact supérieur qui viendrait complètement déséquilibrer. Ça, c'est tout ce travail de la réflexion sur la forme urbaine, l'atelier forme urbaine et règlement architectural, là, il y a du travail à mener. Sur le PRA Ouest, à l'inverse, on est véritablement sur de l'habitat intermédiaire, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des formes urbaines plus importantes, puisqu'on est dans une image station-village, et là aussi, il faut qu'on trouve une cohérence qui puisse permettre un développement de vie. Dans les stations, on est plus sur de l'habitat collectif pour économiser du foncier, compte tenu de son coût, et pour autant accueillir suffisamment de logements pour être réellement efficace en accueil d'habitat permanent. Donc des principes de composition urbaine qui seront inscrits dans les orientations d'aménagement et débattus par rapport au règlement. Pour les hameaux, là aussi, il convient de préserver le tissu traditionnel existant en définissant des règles permettant la préservation des valeurs patrimoniales de l'architecture aujourd'hui existante, d'adapter les règles de stationnement pour permettre la réhabilitation des constructions existantes. On doit avoir une vraie réflexion sur des parkings en synergie qui permettent à un moment donné de réhabiliter ou de construire sans pour autant totalement pénaliser. Mais maintenir par contre les coupures d'urbanisation entre les hameaux, c'est indispensable si on veut conserver l'image et l'identité de ces hameaux et d'éviter de développer les secteurs les plus mal placés de ces hameaux qui nécessiteraient obligatoirement des traversées intempestives de voiries à l'intérieur de ces hameaux, les voiries n'étant totalement pas adaptées à des dessertes continuelles et amplifiées de voiries et d'automobiles.
Enfin, permettre l'implantation de nouvelles constructions, on l'a dit, éviter autant que possible la traversée des villages anciens, je l'ai dit, et en inscrivant des extensions limitées autour de limites claires. Donc on essaiera à chaque fois qu'on le peut, c'est de s'arrêter à un chemin, de s'arrêter à une ligne de crête, de s'arrêter à des éléments à la fois naturels ou déjà physiques qui nous permettront, y compris de loin, puisqu'on voit assez largement nos hameaux, de pouvoir les identifier et de respecter leur physionomie historique. J'en ai fini sur le premier thème, résident permanent. Alors, je vous prends à brûle pour point, c'est très difficile tout à coup de réagir au quart de tour, mais peut-être que certains d'entre vous ont malgré tout déjà envie de réagir par rapport à l'habitat permanent. Ils n'hésitent pas, parce qu'on avait imaginé faire une coupure. Bonsoir. En ce qui concerne les populations qui existent dans les différents hameaux et villages, au jour d'aujourd'hui, bon, vous avez une vision quantifiée très précise. Et ce schéma que vous établissez maintenant vous amène sans doute à imaginer, à horizon 50-10 ans, quelle sera la population. Ce qui implique donc des flux, puisqu'il y a bon, des hameaux, des villages bien distincts, des flux de, je dirais, de va-et-vient très importants. Alors vous avez parlé bon, de solutions par câble, par des télécabines diverses et variées. Je ne sais pas si c'est bien adapté. Comment vous envisagez ça? Est-ce que vous avez déjà des idées par des bus électriques, par toute une série de façons pour éviter, bon, dans certaines stations, ça existe, on interdit purement et simplement la circulation automobile. Alors est-ce que c'est possible avec des distances très importantes? C'est sans doute pas évident. Oui, bien entendu, on l'a envisagé. Si vous voulez, le transport par câble, bon, déjà, dans un premier temps, ce serait de mettre en valeur la télécabine des Grangettes, par exemple, qui existe. Ça avait été proposé il y a quelques années, mais ça avait été difficile à mettre en place. La télécabine du Prat aussi, bien entendu. Et puis, tout à l'heure, on vous a parlé d'une zone de stationnement qui se situerait au Carré, parce qu'on voit aujourd'hui que c'est assez anarchique et puis que c'est vraiment pas esthétique. Donc l'idée, ce serait d'aménager un parking en terrasse sous la départementale actuelle, et puis de mettre en place un système de navettes électriques. Aujourd'hui, vu la pente, les dénivelés qu'on doit subir pour aller à Courchevel, c'est assez compliqué, mais bon, la technologie va évoluer, ça c'est certain. Et l'objectif, oui, c'est de parquer plus de voitures au Carré, notamment pour les personnels saisonniers, et de les transporter par le biais de navettes. Ensuite, pour ceux qui résident sur le Prat ou sur les autres satellites, sur les autres villages, utiliser bien sûr les remontées mécaniques qui existent déjà, en sachant que la remontée mécanique du Prat à horizon 3 ans va être refaite et arrivera sans doute plus au centre de Courchevel 1850, de façon à ce que les piétons soient plus confortables et arrivent plus près de la zone de la Croisette. Donc voilà, il y a quand même une difficulté, c'est que la commune est il y a de longues distances entre les villages du bas et le haut, et c'est vrai que l'alternative, dans l'immédiat, c'est des navettes. Après viendra plus tard, comme on l'a dit tout à l'heure, une remontée mécanique qui peut être envisagée dans un premier temps entre le chef-lieu Saint-Bon et le Prat, où la difficulté, c'est pas tellement les points de départ, c'est les points d'arrivée. On avait identifié des points d'arrivée, notamment vers Courchevel Village, sur le parking du Midi, mais qui est une solution technique assez compliquée. Donc des réflexions sont menées, pourquoi pas relier le chef-lieu au Prat, vers le parking de la Jean-Blanc, par exemple, qui permettrait non seulement d'extraire les skieurs, et puis aussi qui serait viable pour les piétons, en sachant qu'au chef-lieu, il y a quand même plusieurs projets. Le centre que vous connaissez, le Lac Bleu, qui aujourd'hui possède 160 lits. Il y a un projet d'apporter cet équipement à 300 lits. On travaille aussi sur l'hôtel des Allobroges. Donc il y a divers projets qui amèneraient des lits à Saint-Bon et qui justifieraient une remontée mécanique. Voilà donc un peu les grandes visions en termes de transport. En sachant qu'aujourd'hui, bon, on bénéficie quand même des navettes gratuites, certes sur certaines plages horaires qui sont très fréquentées, mais je pense qu'on peut l'améliorer notamment en termes de confort. Là, j'espère que j'ai répondu à votre question. Gérard. Bonsoir à tous. Est-ce que vous
connaissez encore à l'heure actuelle les possibilités de droit à construire sur la commune? Parce que vous nous dites toujours que par rapport au département et tout, ils ne donneront plus beaucoup d'autorisation de construire. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez fait voir des zones, est-ce que ces zones seront encore possibles à construire, ou est-ce qu'ils nous diront non, vous avez déjà assez de lits et ça suffit? Non, juste. Ouais, Gérard, donc juste dire que c'est le travail que nous sommes extrêmement présents dans les réunions du SCOT, parce que comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, il y aura une distribution qui sera faite au niveau du territoire du SCOT, et nous on défend les intérêts bien sûr de la commune de Saint-Bon, de façon à avoir récupéré le maximum de mètres carrés, de ne pas se faire flouer par les autres. Il y aura un équilibre à respecter, comme on l'a dit tout à l'heure, entre le respect des zones et un respect environnemental. Et puis il faut trouver le juste équilibre entre le développement de l'habitat permanent, de l'habitat touristique, et tout l'enjeu aussi de la loi Allure qui nous demande de densifier les zones constructibles et de ne pas avoir de rupture avec les zones constructibles d'aujourd'hui. Mais bien sûr qu'il y aura un développement et ce sera tout l'enjeu des mois à venir de définir le nombre de mètres carrés et identifier. Bon là les zones, c'est des zones, on vous a présenté dans la globalité, c'est pas encore au mètre près ni à la parcelle près. C'est tout l'enjeu des mois à venir, mais oui, voilà. Monsieur le maire, si vous voulez rajouter quelque chose plus précisément. Ah non, pas plus précisément. Et puis, ne dites pas monsieur le maire, parce que... Voilà. Non, ce que je voulais simplement rajouter, c'est que si on vient vous voir aujourd'hui, c'est parce qu'on a déjà fourbi nos armes et travaillé avec le Conseil général, avec la direction départementale des territoires, avec le SCOT, qu'on a déjà échangé. C'est-à-dire que quand on vous annonce aujourd'hui qu'on essaie d'aller vers une stratégie 250 logements permanents, ça veut dire qu'on leur a déjà annoncé, qu'on s'est déjà un peu battu, qu'on est déjà... Voilà, on ne vient pas vous annoncer, le Père Noël nous a proposé, mais on n'est pas sûr de... Voilà, on a quand même quelques pistes qui nous laissent à penser que c'est pour ça que vos élus sont partis aussi sur une stratégie sur 15 ans, ce qui a beaucoup fait tousser, mais aucun texte de loi nous interdit d'aller sur 15 ans, même s'il est d'usage de dire un PLU c'est 10 ans. Et bien là, sur Saint-Bon, ça sera 15 ans. Rien ne nous l'interdit. Ça nous permet d'avoir des calculs et des cohérences qui sont à plus long terme, sur lesquels on bataille. Je ne dis pas que la totalité est gagnée, mais on a déjà annoncé, on a déjà échangé, on a déjà travaillé. Alors on n'est pas totalement dans la naïveté par rapport à un schéma de cohérence territoriale qui en effet doit contenter, vous avez vu le territoire, vous avez vu les stations, vous avez vu les communes de la plaine, il y a beaucoup de monde qui veut des choses, qui veut. À un moment déterminé, il faut aussi, et c'est toute l'ambition de vos élus, c'est arriver avec un projet politique viable. Si on leur dit on veut 600 logements, et puis on veut 40 hectares pour du tourisme, de l'hôtellerie, ils vont nous rire au nez en nous disant vous en voulez plein de paniers, ok, mais vous n'êtes même pas capable de le porter sur votre territoire. Donc on a essayé d'avoir un projet un tout petit peu d'honnêteté, de justice, mais qui est difficile, parce qu'on est dans une situation où l'économie tente à penser qu'il faut, à l'inverse, imaginer baisser la tête et attendre que ça passe. Or, l'ambition du territoire de Saint-Bon-Courchevel, c'est de continuer à avoir un projet de développement, de continuer à exister et tenir sa place dans un rang économique européen éminemment important. Donc on est dans une situation où il faut qu'on explique qu'on n'en est pas à faire de la reconversion de sites industriels, on n'est pas dans la plaine, on est dans la montagne, dans une station, dans un développement, dans une dynamique. Voilà, ça rentre, c'est méditant. Voilà, c'est pas simple, mais rien n'est simple aujourd'hui. Ça se fait. Monsieur, s'il vous plaît. Je vous en prie. Non, j'ai pas besoin de... Non. Je voulais simplement... Bonjour. Je voulais simplement vous demander sur quels critères vous êtes basé pour régler le problème de la démographie, parce que c'est fondamental. Absolument. On est parti sur le rythme de croissance qui était le rythme de croissance de 2,09. De 0,9 par an, qui a été le rythme de croissance que vous avez connu ces dernières années. On a essayé de conforter en se disant à 15 ans, qu'est-ce que ça représente si on arrive à intégrer ce maintien du 0,9 plus une décohabitation et une baisse, entre guillemets, de la natalité. Donc on a une population qui sera moins forte, mais un nombre de logements qui sera plus important. Donc on a essayé de travailler sur cette théorie.
voilà, maintenant est-ce que l'avenir va nous donner raison? On sait par contre qu'on a un minimum de population nécessaire pour garantir des équipements, des services et des commerces à la personne. Ce qui pour l'instant est le cauchemar et la difficulté de vos élus. Donc il faut à tout prix, mais voilà, ça veut dire qu'il nous faut une population permanente, il nous faut du tourisme, il nous faut pour autant, parce que d'autres activités, d'autres développements qui vont nous permettre là aussi d'asseoir une économie permettant à une population permanente d'exister. Donc la difficulté, elle est là. Et ça permet de rejoindre le deuxième thème qui est le thème touristique, où là aussi on ne peut pas dire aujourd'hui, la Belle au Bois dormant, on ne change plus rien au niveau touristique. Il nous faut aussi être dans un développement touristique pour continuer là aussi à utiliser la population permanente qu'on va essayer de mettre en place sur le territoire public. J'entends bien, monsieur, mais je pense qu'en ce qui concerne la démographie, peut-être que votre calcul est un petit peu, comment dirais-je... Je sens que vous allez dire optimiste. Oui, non, optimiste. Parce que si on fait 2,9% sur l'ensemble... 0,9. 0,9, ah bon, excusez-moi. Non, 0,9. Parce que c'est... Non, c'est pour ça que vous m'avez fait peur, parce que, y compris les services de l'État, on dit « Ah, mais vous savez, on est dans une période où la courbe est en train de descendre, alors pourquoi vous prenez 0,9? C'est peut-être généreux et optimiste. » Est-ce que c'est... Oui, mais c'est vérifié, ça? Non. Le schéma de cohérence territoriale qui fait le schéma de cohérence territoriale, il part sur en fait un très grand territoire, mais dans lequel les conditions économiques et de développement sont considérablement différentes. Entre Saint-Bon et Moselle ou d'autres communes, on n'est pas du tout dans la même situation économique de développement. Donc cette espèce de règle de 3, au bout d'un moment, elle est castratrice et défavorable aux territoires qui ont de l'ambition à se développer. Mais c'est un pari, je vous le confirme. Toute la planification est un pari. Ça veut dire qu'il faut faire des enfants. Je ne me permettrai pas. Nous, on a passé l'âge. Voilà, moi aussi, hein, je confirme, j'ai aussi passé la date de péremption. Je vous confirme. Mais il y a plein de jeunes. Voilà. On entame le thème 2. Excusez-moi. C'était une question un peu globale. En entreprise, souvent, quand on fait des grands projets comme ça, on a l'habitude de regarder ce qui se passe ailleurs pour faire ce qu'on appelle du benchmark. Donc, je voudrais savoir un petit peu à quel type de station vous avez pensé. On n'a pas fait de... Si vous voulez, le comparatif, on le fait lors des réunions du SCOT. C'est là qu'on a une vision globale sur l'ensemble des stations de la Tarentaise et de la Haute-Tarentaise. On n'a pas copié pour dire un PLU ou un PADD sur d'autres stations. Chaque station a sa spécificité, chaque station est différente. Voilà, c'est assez difficile d'aller. Notre objectif, ce n'est pas de copier les autres, on veut rester, comme l'a dit M. Le maire tout à l'heure, Bernard, pardon, dans les leaders des stations internationales. Donc, oui, bien sûr, on a des comparatifs avec l'international qui sont nos vrais concurrents aujourd'hui, notamment au niveau touristique. Parce que là, ça dépasse l'habitat permanent, bien sûr, sur l'habitat touristique, bien entendu. Mais nos concurrents sont à l'international, les stations autrichiennes, même les stations nord-américaines, canadiennes, qui sont nos vrais concurrents aujourd'hui. Bonsoir. Tout à l'heure, dans les axes de développement de la forme urbaine, vous avez séparé les hameaux, les zones villages et les stations. Pour la partie station, dans la forme urbaine, vous avez précisé collectif. Qu'est-ce que vous entendez par collectif? Combien d'étages, niveau, géométrie, un peu plus de précision? C'est terrible, hein, parce que je vous ai dit qu'on en était au balbutiement et vous demandez combien d'étages. Avec ou sans les ouvrages techniques? Avec. Avec les ouvrages techniques et la forme de toiture, qui en général est toujours très intéressant sur le On en a le pourcentage de pente, c'est ça? Mais la question, elle est facile, hein, ça dépendra tout du règlement qui va être établi. Mais en règle générale, quand on parle petit collectif, c'est effectivement des petites unités, quoi. On ne va pas faire des bâtiments qui font 4 ou 5 étages. On va essayer de rester dans je dirais des chalets assez importants, mais collectifs malgré tout, puisqu'il y aura peut-être plusieurs unités, quoi. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le définir puisqu'on ne connaît pas le règlement qui sera mis en place.
pense que ce qui a été fait dans la ZAC de Morion, ça peut vous parler, le bâtiment Le Farteau notamment, qui nous a permis, dans des logements collectifs, d'installer une population jeune et locale. Donc l'objectif, en regroupant les logements, c'est de diminuer le coût, bien entendu. Si vous faites du logement individuel, là, donc ça permet à nos jeunes de s'installer dans la vallée. Voilà l'objectif. On aborde le thème 2, thématique touristique, parce que c'est bien d'avoir des résidents permanents, mais faut-il qu'on ait de l'activité du job? Même si on a dit qu'on ne mettait pas nos œufs dans le même panier. On développait les activités, y compris les pépinières d'entreprise, et qu'on trouvait là aussi l'accueil d'autres activités en montagne. Alors, dans le développement touristique, pour reprendre simplement un extrait de l'extrait du diagnostic territorial, on disait conforter le parc d'hébergement dont la fréquentation du domaine et rééquilibrer l'offre, limiter les impacts sur le milieu naturel, prendre en compte la saison d'été et encourager le report modal au profit des transports en commun. Donc on est toujours dans les mêmes thèmes. Et on voit bien que la transversalité de ces thèmes, dans les déplacements, dans la prise en compte de l'activité d'été et également de l'impact paysager et naturel, sont également présents sur toute la thématique touristique. Alors, première orientation générale, assurer une capacité d'accueil autant qualitative que quantitative. Dans les actions qui ont été retenues, c'est renforcer la diversité de l'offre touristique en cherchant des complémentarités entre les différents niveaux du territoire communal. Développer les activités hors ski et après ski, les activités de loisirs en front de neige et l'animation du centre de Courchevel. Renforcer le pôle de Morion pour une vie à l'année, hébergement plus habitat. Soutenir l'activité à Courchevel Village en hiver. Valoriser et conforter l'image village du Prat. Localiser les sites d'accueil pour les restaurants d'altitude. Donc on a la multiplicité d'interventions qu'on va essayer de décliner ensemble. Alors, assurer une capacité d'accueil autant qualitative que quantitative, renforcer la diversité de l'offre touristique. Déjà les activités de front de neige. Là on est sur le Prat, exemple de secteur dédié aux loisirs, où certaines constructions et installations seront autorisées pour conforter les équipements et donc de donner un poids beaucoup plus fort à la valorisation touristique du territoire du Prat. Renforcer la diversité de l'offre touristique, c'est en passant par une animation urbaine du centre de Courchevel, par des espaces publics qualitatifs, réorganiser les usages, piétons, nouveaux équipements, conforter les liaisons piétonnes, mettre en scène l'espace avec les vues sur le grand paysage. Constat effectué, on a des cônes de vue et on a des transparences qui existent. Un seul bâtiment pourrait très rapidement les chanter et les faire disparaître. On a une deuxième problématique, c'est celle des liaisons piétonnes. On a pour l'instant des cheminements piétons, y compris avec des traboules en transversalité. Certains auraient été proposés à une certaine époque de disparaître ou d'être réduits. Il faut qu'on soit très attentif sur le cheminement du piéton par rapport au cheminement de la voiture ou du transport en commun. Ce ne sont pas forcément les mêmes. Donc il y a des cœurs d'îlots à mettre en scène et il y a des cheminements perpendiculaires là aussi à développer. Assurer la destination commerciale de certains rez-de-chaussée, là aussi, les lois ont changé, la possibilité est de réfléchir sur des secteurs à enjeux commerciaux sur lesquels le changement de destination deviendra impossible et des secteurs sur lesquels les rez-de-chaussée ne pourront être affectés qu'à des commerces et à des services. Donc là aussi, une vraie réflexion pour se donner les moyens de. Au jour d'aujourd'hui, on a des règles qui nous permettent. Donc dynamiser et pérenniser la capacité d'hébergement de la station, donc son fonctionnement à l'horizon 2030. On est parti sur la même thématique, bien entendu, 2015-2030. Pour poursuivre la diversification du parc d'hébergement touristique, pour sécuriser la fréquentation du domaine skiable, essentiel à l'économie communale. Donc l'objectif, c'est de retrouver des niveaux de fréquentation du domaine skiable du début des années 2000. Donc là aussi, on est un peu optimiste, mais il faut à tout prix qu'on le soit. Sinon, ça veut dire qu'on accepte un déclin qui, obligatoirement, va planter le territoire communal. Donc on prend en compte les skieurs et non les skieurs parmi la population touristique, par la remise en tourisme de lits peu ou pas utilisés, donc il y a un vrai challenge, c'est celui de la réhabilitation de certains sites, par la production de lits neufs, et être attentif à la typologie de ces lits qui peuvent avoir des rendements très différents entre de l'hôtellerie, de la résidence hôtelière, de la résidence de service, etc. On est parti sur une estimation des besoins de 3500 lits. Donc pour répondre à monsieur, là aussi, ça tousse.
le schéma de cohérence territoriale et les services de l'État nous ont dit « Oh là là, vous êtes bigrement ambitieux », sous-entendu, ça va grincer pour certaines capacités d'échange. On a essayé de justifier, d'expliciter, on a l'impression d'avoir été assez largement écouté. Est-ce qu'on a été totalement entendu? Entre écouter et entendre, il y a toujours une marge, on continuera à être extrêmement vigilant. Donc le positionnement est parti sur 3 actions pour dynamiser et pérenniser la capacité d'hébergement, lutter contre l'érosion des lits marchands existants. Donc on va aider à la rénovation et à la réhabilitation du parc hôtelier, système de primes, y compris de primes qui peuvent être des primes de règlement, sous-entendu en caricaturant, si on autorise des règles différentes quand on réhabilite, ça peut être l'opportunité de créer des lits neufs en densification pour compenser les réhabilitations. Là aussi, ça veut dire qu'il faut qu'on se donne les moyens, sur certains secteurs, de n'autoriser que de la construction d'hôtellerie ou de tourisme. Interdire le changement de destination des lits hôteliers vers l'immobilier libre ou le logement de personnel. Donc là aussi, c'est d'avoir une stratégie claire. Le règlement peut nous le permettre pour interdire le changement de destination, sachant qu'il convient par contre qu'on ne se trompe pas sur les hôtels où on imposerait ce type de réglementation. Qu'on soit très attentif, il faut que ces hôtels puissent évoluer, puissent devenir lentement mais sûrement compatibles avec les règles d'accessibilité handicapée et puissent se développer sans pour autant être des gouffres financiers qui ne verront jamais le jour dans leur réhabilitation. L'action 2, ça sera de favoriser une majorité de lits marchands dans la production neuve. Donc on va bien être dans nos stations avec une priorité aux établissements hôteliers tout en restant attentif au risque de fragilisation économique des établissements existants. C'est bien en effet de réclamer de l'hôtellerie. Si à un moment donné, sur un type d'hôtellerie, je ne sais pas, de 4 étoiles, on sature complètement, ça veut dire qu'on fragilise là encore le développement économique. Donc il faut qu'on réfléchisse véritablement sur à la fois la classification, le positionnement et les fonctionnements et les interfonctionnements. Prioriser le centre-station, l'animation urbaine sur les secteurs connectés au réseau de transport en commun, c'est pareil que les logements permanents. Il faut là aussi qu'on soit cohérent sur ce discours porté par rapport à la nécessité d'aller vers du transport en commun plutôt que des véhicules, simplement des véhicules. Veiller à l'intégration des secteurs de construction en périphérie. Là aussi, il faut qu'on soit très attentif. On nous attend au coin du bois sur la capacité architecturale de ces projets de s'intégrer par rapport aux zones naturelles et aux zones environnementales de fragilité. L'action 3, ça sera assurer le renouvellement de la clientèle sportive, donc favoriser des hébergements à destination des jeunes sportifs et ou des familles. Donc il faudra qu'on travaille sur le Pras, sur Courchevel-Village, sur Morillon, pour là aussi renouveler le type de clientèle et ouvrir à une clientèle nouvelle qui nous permettrait d'accueillir de l'économie, du développement et de l'accueil. Donc dans les actions proposées, intégrer le chef-lieu dans cette dynamique pour rapprocher l'animation touristique et la population permanente. Donc c'est ce que vous disiez votre première élu tout à l'heure. Il faut à tout prix qu'on raccroche aujourd'hui le chef-lieu et ses équipements, le Pras bien entendu aussi, de manière à ce que là aussi on ait des connexions progressives et cohérentes sur les liaisons skieurs et les liaisons à long terme qui nous permettront de conforter une implantation de gares de remontée pour conforter l'hébergement touristique. Et donc de favoriser les équipements de proximité. On est bien donc sur une double lecture au niveau du chef-lieu, tourisme, habitat permanent, équipement et transport en commun. Donc une véritable ambition sur une hôtel au bois dormant, dirais-je. Donc à court terme, permettre de mieux connecter le chef-lieu au domaine skiable et à terme de réaliser une liaison câblée. Ensuite, construire un projet urbain intégrant le transport en commun par câble pour limiter la place de la voiture. Alors à moyen terme, ça sera peut-être en effet des navettes, mais à terme, il faut réfléchir sur cette possibilité de construire un véritable réseau de transport urbain par câble. Certains font des métros, d'autres doivent faire des transports par câble de manière à connecter les différents plateaux et les différents besoins d'équipement et d'habitat permanent et d'habitat touristique tels qu'ils peuvent exister. Donc une liaison depuis la partie basse qui agirait directement sur le trafic de la RD 91A, à court terme depuis le Pras et à terme sur un report modal dans la vallée. Soit du côté du Carré, dont on a parlé, soit même, si l'intercommunalité avance et évolue, du côté de Beauzère. Les structures restent ouvertes.
construire toujours un projet urbain intégrant les transports en commun par câble pour limiter la place de la voiture. Ça va donc consister à faciliter la fréquentation du réseau et donc sa pérennité. Donc, là encore, on enfonce une porte ouverte, voilà. Favoriser à proximité des gares le développement futur, touristique et permanent, développer les parcours piétonniers, doubler le réseau par les bus, assurer la fréquentation du réseau ski-bus et renforcer le report modal en front de vallée. Donc on est bien sur une véritable réflexion, développement du tourisme, certes, mais développement des transports en commun, de manière à favoriser là aussi un apaisement et donc une valorisation du cadre de vie. N'oublions pas l'intégration des vigilances environnementales. Donc on prendra en compte les alpages et les zones agricoles, on prendra en compte les ouvertures sur le paysage, on prendra en compte les groupements de bâtis anciens, on a parlé des vieux villages tout à l'heure et des hameaux, et donc des règles spécifiques et des développements mesurés qu'il conviendra de mettre en place. Pour autant, développer des transports en commun et des équipements par rapport à ces différentes synergies. Sur les secteurs de développement, privilégier le renouvellement urbain des centres-stations pour limiter la consommation d'espace. Là, on se rend compatible aussi avec la loi Allure. Requalifier le centre de Courchevel, renouveler le secteur croisé de Forum. Déjà fait couler beaucoup d'encre, il convient là aussi de se remettre sur le travail et d'avancer sur un véritable marqueur qui est là aussi l'identité de la station. Permettre l'évolution du bâti en définissant des volumétries. Là encore, le travail reste à faire. Je rassure tout de suite, monsieur, on n'a pas encore les volumétries, mais il faudra qu'on travaille en plus en 3D, ce qui n'est pas très simple. Elles devront être acceptables depuis la partie haute jusqu'à la partie basse du site. Là aussi, le particularisme veut qu'à un moment déterminé, se développer ne nécessite pas obligatoirement de mettre dans la nuit profonde son voisin du dessus, son voisin du dessous. Donc on est dans une vraie réflexion qui consiste à dire comment développer collégialement sans pour autant pénaliser durablement certains secteurs qui au jour d'aujourd'hui ont une qualité de vie qu'il convient de maintenir. Et ce n'est pas toujours très très simple. Privilégier le renouvellement urbain des centres-stations pour limiter la consommation d'espace, donc travailler sur des silhouettes, de travailler sur des volumétries qui sont compatibles avec l'ensemble du territoire et sans distorsion complète. Requalifier certains îlots bâtis du centre de Morion et de Courchevel village, on est toujours dans la requalification, et réaliser un travail sur les îlots de manière là aussi à leur permettre d'évoluer, d'avancer, de se restructurer, et pourquoi pas de se développer. Privilégier le renouvellement urbain des centres-stations, le village, Courchevel, Morion, sur des limites claires de l'enveloppe bâtie. Donc il faudra qu'on définisse ces limites. Pour l'instant, elles sont encore approximatives. Vous voyez que le trait rouge ondule encore assez largement. Il mérite d'être précisé. Mais on nous attend là aussi sur une définition qualitative de ces secteurs par rapport à ces limites physiques et les exceptions aux projets majeurs qui pourront voir le jour et qui ne pourront être que exceptionnels. Une hôtellerie à un moment déterminé permettant tout à coup de valoriser le cadre et non pas une généralisation d'une constructibilité à tout va sur n'importe quel secteur. Il faut aussi qu'on parle de l'hébergement des travailleurs saisonniers. Ça passe par la poursuite du développement du parc public en réalisant de nouveaux programmes à proximité des centres pour fidéliser les travailleurs, favoriser la réalisation d'hébergements privés, encourager le partenariat avec les hôteliers. Seule la collectivité ne peut pas porter la totalité de cette proposition et de cette gestion du parc public. Encourager donc les partenariats avec les hôteliers, faciliter l'accessibilité depuis le fond de vallée, d'où l'intérêt là aussi de nos transports en commun et pourquoi pas du câble, là aussi soit vers Moselle, soit vers notre secteur. Donc en orientation générale, développer l'écotourisme, valoriser les alpages, réhabiliter les anciens chalets, renforcer le Prat et Morion, localiser les constructions d'intérêt architectural et patrimonial, et développer les sentiers. Là, on est véritablement sur le développement de la saison estivale pour conforter obligatoirement notre saison hivernale qui ne suffit plus à maintenir une population permanente, ou qui ne suffit pas encore à maintenir une population permanente. Développer la marque Courchevel en complétant l'offre nature et loisirs déjà existantes, sport de plein air, air de découverte, secteur de la Rosière, loisirs en fond de neige, en attirant le segment haut de gamme, golf, tourisme d'affaires, etc. Donc on est bien sur des complémentarités été, permettant là aussi d'accueillir complémentairement des activités qui permettront le tourisme et l'hébergement. On fait un petit arrêt.
suis en train de les tuer, j'ai l'impression. Je suis en train de les tuer, là. Vos élus ont un peu de l'avance, hein. Donc c'est pour ça qu'ils se sentent plus à l'aise. Enfin, à un moment, ils travaillent, comme disait monsieur le maire. Voilà, il y a eu un travail de forme. Ceux qui ne pourraient pas ou qui ne voudraient pas poser de questions aujourd'hui parce qu'ils découvrent, ça va être mis en ligne d'une façon plus complète sur le site internet à partir de la semaine prochaine. Ça veut donc dire que jusqu'à l'arrêt, c'est-à-dire jusqu'au mois d'été, vous pouvez faire des observations sur ce projet de vie, le faire soit par des courriers, soit par des observations sur le livre blanc. On en tiendra compte et on vous dira si on les a pris en considération ou pas. Donc la concertation ne s'arrête pas ce soir, elle s'arrêtera à l'été, quand on consultera les personnes publiques associées et qu'on vous consultera sur le foncier. C'est important de considérer que si vous n'avez pas obligatoirement de questions à poser aujourd'hui, c'est pas trop tard. Sous-entendu, vous n'avez pas perdu votre tour. Votre tour, il continue à être valable demain jusqu'en été par rapport à ce document qui va être mis en ligne, qui sera complété, puisque bien que je ne sois pas totalement arrivé à une réussite complète, puisque l'idée c'est de ne pas vous endormir, vous verrez que le document en ligne est plus lourd et plus complet que le document que je vous présente ce soir. Mais on est quand même sur le dernier thème. Vous parlez beaucoup d'architecture à juste titre. Est-ce que la rénovation pourra aller jusqu'à la destruction de grands immeubles qui existent ici ou là et qui sont réellement quelque chose qui n'est pas dans un cadre de vie particulièrement agréable. Donc, et évidemment, on pense aussi à 1850, à ce fameux code de vue qu'on voit dès qu'on arrive tout près du forum, hein, qui n'est pas une réussite, certainement. Bon, la question est en deux temps. Donc, le premier temps, c'est les grands immeubles qui pourraient être démolis. Bien entendu, la difficulté, c'est de mettre les propriétaires d'accord. À partir du moment où il y a un accord des propriétaires, tout est plus facile. Sous contrôle de M. Raffin, mais le Club Hôtel, qui est quand même un immeuble emblématique, les baux arrivent à leur terme dans quelle année ? En 2021. Donc, voilà, en sachant qu'ils ne sont pas propriétaires du foncier. Et que ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, donc ce qui nous permettra à la future équipe de réfléchir sur la réhabilitation de ce club hôtel. Deuxième question, le compte de vue. Le compte de vue, on a chacun son avis sur la pyramide, on va en parler, on va trouver l'abcès. N'ayons pas de tabou entre nous. Au départ, la pyramide n'était pas prévue avec la bâche que vous pouvez visualiser aujourd'hui. Les logos n'étaient pas prévus, c'était une pyramide soit en plexiglas, soit avec une bâche transparente sur laquelle, avec un rétroprojecteur, on pouvait projeter déjà le logo Courchevel, d'une part, et ensuite le logo de l'entreprise qui part à l'événementiel de la pyramide. Il s'avère que les accords n'ont pas été respectés. Je vous rassure en vous disant que la pyramide, c'est une structure éphémère et démontable, qui devrait être démontée au printemps, qui serait, si elle devait être remontée l'année prochaine et soumise à autorisation d'urbanisme, ce qui est loin d'être évident aujourd'hui, d'autant plus qu'elle se situe sur une zone qui n'est pas constructible. Donc les accords préalables étaient sur une structure démontable. Donc voilà, il y aura une évolution concernant cette pyramide. Après, chacun a son avis. Certains la trouvent très bien, d'autres comme vous la trouvent moins bien. Courchevel, on a toujours été un peu dans les précurseurs, dans les stations un peu novatrices. Et donc la pyramide, il y a eu de l'événementiel à l'intérieur qui était intéressant. Certaines personnes ont bien perçu cet aspect-là. Donc voilà, il y aura un débriefing en fin de saison. Il y aura sans doute un rebond par rapport à la créativité, parce que l'objectif c'était la créativité, l'innovation. Mais bon, voilà, il y a des aspects urbanisme qui sont non négligeables au jour d'aujourd'hui. Bon, moi je vais parler de Courchevel. Apparemment, ces dernières années, vous aviez laissé construire des chalets avec relativement beaucoup de superficie en sous-sol. Et à mon avis, qui était une bonne solution parce que les gens, sans gêner les autres, pouvaient faire dedans des spas, des salles de jeu et tout. Apparemment, vous ne souhaitez pas poursuivre cette politique. Et je ne sais pas s'il
ne faudrait pas rester dans ce système-là pour permettre aux gros chalets de pouvoir faire quelque chose. Bon, Gérard, c'est pas tranché, ce sera l'objectif des mois à venir en termes de règlement. Si tu veux, aujourd'hui, il y a une réflexion à ce sujet. Le conseil municipal définira la réglementation. Est-ce qu'on construira encore en limite de propriété? Est-ce qu'on aura des prospects différents? Moi, je pense qu'il y a quand même des aspects sur lesquels il faut tenir compte. C'est la végétalisation. C'est bien beau de construire en limite. Et après, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de possibilité de planter des arbres. On est complètement dans l'urbain. Ce qui fait la force de Courchevel, c'est quand même les arbres. C'est cet aspect village. Et je pense que là, le conseil municipal aura une vraie réflexion, là-dessus. Vous dire aujourd'hui si les marges de recul seront à 0, à 1 mètre, à 2 mètres, c'est prématuré. Mais ce sera une réunion de travail très importante sur les sous-sols. Est-ce qu'il y aura une hauteur? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait 2 mètres de retrait? Aussi en termes d'altitude, que sur le dernier étage, on puisse mettre 2 mètres de terre de façon à refaire des plantations. Pour te répondre précisément aujourd'hui, c'est prématuré. Voilà. Mais bon, c'est un vrai sujet. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de réels changements sur les hauteurs des bâtiments, parce que là, on se situe à 10,50 mètres. Il n'y aura pas de révolution à ce niveau-là. Il y aura une vraie réflexion sur les prospects, oui. Mais je tiens à te rassurer, c'est les élus qui décideront de la réglementation. On ne parlait pas de règlement. On a dit 2-3 fois, il n'est pas établi, donc on n'a pas remplacé le règlement. Vous évoquez 3500 lits supplémentaires. Est-ce qu'il n'y aura pas trop de personnes sur les pistes de Courchevel et puis un développement du domaine skieur qui est prévu? Maintenant, les gens skient avec des casques et des protections de la colonne vertébrale. J'avoue que c'est pour 30 pour les petits-enfants. Autre question, quelle est votre cible privilégiée en termes de clientèle? Est-ce que c'est toujours les jeunes sportifs ou est-ce que vous faites plus de place aux personnes qui pourraient faire de la marque ou des choses comme ça? Sur l'aspect domaine skiable, je laisserai répondre Patrick. Il y a une culture du domaine skiable. Il était de longues années directeur du service des pistes. Sur les types de clientèle qu'on veut capter, si vous voulez, l'objectif, c'est on l'a dit tout à l'heure, en termes d'hébergement hôtelier notamment, c'est de recapter une clientèle qu'on a perdue, qui se situe dans des établissements 3 ou 4 étoiles. Et je ne voudrais pas trop parler d'étoiles, je voudrais surtout parler de prix de nuitée. Dans des prix de nuitée qui se situent entre 300 et 400 euros, qui nous permettent de recapter une clientèle française et européenne qui nous a un peu échappé ces dernières années. Voilà l'objectif en termes d'hébergement, c'est d'offrir une plus grande diversité. Loin de moi l'idée de renier l'image prestige de Courchevel 1850, avec une excellence et une qualité de service que tout le monde nous envie, mais je pense qu'aujourd'hui notre rôle c'est d'offrir une plus grande diversité. Voilà l'objectif. Je te laisse répondre sur la partie domaine skiable que tu connais très bien. Concernant le domaine skiable, il est vrai qu'aujourd'hui le domaine skiable de Courchevel n'est pas saturé, loin de là. Et ce qui fait que si on prend au niveau des remontées mécaniques, aujourd'hui ça évolue. On a des remontées mécaniques beaucoup plus performantes, beaucoup plus confortables. Les pistes, c'est à nous, élus, c'est aux professionnels aussi, à veiller à ce que l'opérateur maintienne un domaine skiable qui soit à la largeur qu'il était il y a quelques années. On s'est aperçu ces dernières années que le domaine skiable a tendance à se rétrécir, et c'est bien dommage. Donc nous, c'est notre rôle en tant qu'élus, c'est aussi le rôle des professionnels qui travaillent sur le domaine skiable, de faire valoir que le domaine skiable doit retrouver sa largeur qu'il avait il y a quelques années. Ensuite, si on se compare à Val Thorens, qui est on va dire une usine à ski, où l'on skie vraiment pas en sécurité, c'est la réalité, parce qu'il y a énormément de monde. Aujourd'hui, à Courchevel, c'est pas le cas. On a quand même encore des boulevards. Nos pistes sont renommées comme étant des boulevards, et c'est la réalité, puisque les pistes de Courchevel, en général, sont très larges. Elles étaient très larges, donc il faut qu'elles retrouvent cette largeur. Et je crois qu'on a encore de la marge pour mettre pas mal de skieurs, et je pense que 3500 lits, c'est parce qu'il viendra engorger le domaine skiable aujourd'hui. Vous aviez évoqué dans votre question les activités annexes. Donc, si vous voulez, on s'aperçoit aujourd'hui que nos populations touristiques ne consomment plus le ski de la même façon. Il y a 15 ans, les gens skiaient
6 heures par jour. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils skient entre 3 et 4 heures. Et il faut leur offrir des espaces de repos déjà sur le domaine skiable, parce que les remontées mécaniques, comme l'a dit Patrick, vont très vite. Et puis d'où l'intérêt d'ouvrir aussi le centre aqualudique de façon à offrir les jours de mauvais temps et l'après-midi une activité annexe. On développe aussi bien sûr les activités telles que la raquette. Vous avez vu l'explosion du ski de randonnée ces dernières années. Donc voilà tout un panel d'activités qui permet à nos hôtes d'être occupés durant toute la journée. Voilà, je pense que je réponds à votre question. Oui, j'irai un tout petit peu plus loin en vous rappelant qu'on parle beaucoup de la super-économie, l'économie des gens comme les cheveux gris. Eh bien, écoutez, moi je pense que, vous savez, il y a une statistique de la S3V qui disait que les gens qui se situaient dans la tranche 65-75 ans, c'était ceux qui skiaient le plus dans les statistiques. Donc c'est des gens qui sont extrêmement actifs, qui pratiquent le ski de randonnée, on en voit souvent, la raquette bien entendu, sur le ski de fond sur le magnifique site du Belvédère ou sur le site du Prat. Donc je pense qu'on peut offrir des activités à toutes les tranches d'âge. Le numéro 3 ? Absolument. Allez. Ah, vous vouliez parler? Si, quand même. Monsieur Raphaël. Oui, c'était juste pour les activités que vous envisagez pour l'été. J'ai vu golf, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Cette question, elle est récurrente. Donc, je suis vraiment pas surpris. Bon, avait été envisagé le golf 18 trous du Belvédère, bon, pour des problèmes fonciers qui étaient extrêmement compliqués, vu le nombre de propriétaires. C'est un projet qui n'a pas été mené à son terme. Une réflexion a été menée sur le site, sur un autre site, sur les Verdons. Il y a un aspect financier déjà qui est non négligeable. Hein. Je pense qu'au niveau des finances, on va avoir une certaine sagesse, une certaine maîtrise. Donc on va déjà terminer ce qui est en cours, le centre aqualudique. Et puis sur le golfe des Verdons, dans l'immédiat, il n'y a pas de projet vraiment défini, parce que c'est soumis aussi à des autorisations environnementales qui sont extrêmement lourdes aujourd'hui. C'est identique pour les nouvelles remontées mécaniques, hein. On trouve toujours une chouette ou un hibou qui niche quelque part. Dans les Verdons, pour ceux qui connaissent l'été, il y a des zones humides, et là en termes d'autorisation, ça me paraît très compliqué. Mais bon, c'est un projet qui restera à l'ordre du jour, mais dans les années à venir. Je ne vous cache pas que financièrement aujourd'hui, ça me paraît un peu démesuré et pas d'actualité. C'est une réponse assez directe, hein, mais je ne veux pas faire des promesses de Gascon. Je voulais savoir où est-ce qu'on en est actuellement avec Patricia, l'entrée de Courchevel, qui vous appelle quand même maintenant 3-4 ans, pour pas dire plus, mais c'est quand même très gênant, je trouve, cette approche de Courchevel. Écoutez, je suis plutôt porteur de bonnes nouvelles. Donc le chantier a repris l'été dernier. Vous savez, la commune avait récupéré dans des accords préalables une partie immobilier, une partie hôtelière et une partie avec des commerces, environ 300 mètres carrés, 670 mètres carrés d'appartements, 1200 mètres carrés dans la partie hôtelière. Donc nous sommes remis autour de la table durant l'été avec la société Promocourt. Nous leur avons cédé la partie appartement pour la somme de 8 800 000 €. En ce qui concerne les commerces, divers opérateurs se motivent là durant l'hiver. La date limite, c'est fin février, donc nous aurons une analyse au sein d'un conseil privé. Nous recevrons les opérateurs qui nous proposeront leurs projets. Et je voudrais couper court à la rumeur en disant que ces locaux commerciaux sont déjà attribués, c'est absolument faux. Nous aurons un traitement équitable pour tout le monde. Chaque opérateur sera reçu et écouté. Voilà, et le conseil municipal tranchera en faveur d'un opérateur qui se mettra en place, je pense, pour l'hiver prochain. La partie hôtelière, eh bien, écoutez, on a des réflexions en cours avec l'opérateur Promocourt, mais bon, pour l'instant, il est prématuré pour en parler. Voilà, soyez rassurés, les travaux ont repris. Nous avons visité hier les appartements témoins qui sont de très très grande qualité. Et voilà, donc le chantier est reparti. Et je suis d'accord avec vous que ça ne pouvait pas rester en l'état, c'était assez dramatique à l'entrée de la station. Dans l'immeuble à côté, vous avez vu qu'on a retrouvé un boucher. Moi, j'étais assez inquiet avec l'équipe du conseil municipal sur la perte de la boucherie Selva.
Il s'avère que maintenant on en a même 2, donc voilà. Je pense que concernant le Padichard, voilà où on en est aujourd'hui. Et l'hôtel au-dessus de la Civolière? Alors, l'hôtel au-dessus de la Civolière, là c'est Pierre Perrier qui va vous répondre. Non, on essaye avec Nicolas Fett, directeur général des services à la mairie, d'être en contact avec le propriétaire qui est ukrainien, russe, pardon, et donc il vit à Londres, et je pense qu'il est un peu assigné à résidence, et donc on essaye d'établir un contact avec lui, de se déplacer à Londres pour reprendre les négociations. Et Pierre va vous répondre sur les aspects plus techniques, savoir où on est le permis de construire aujourd'hui, parce que là, je lui laisse un peu la parole quand même. Donc, pour ce dossier-là, il y a eu un premier permis de construire qui a été délivré, puisque la commune avait vendu le terrain. Elle a délivré le permis de construire. Le permis de construire a été affiché, mais il n'a pas été mis en exécution. Et l'opérateur a ensuite reparti sur un autre permis de construire, qui lui-même a été attaqué par une personne voisine. Et la personne a également attaqué le document d'urbanisme. Aujourd'hui, étant donné que le PLU a disparu, le permis de construire n'a pas vocation à perdurer. Et aujourd'hui, le terrain est en état, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de permis de construire sur le terrain. Donc, ensuite, ce sera l'évolution du document d'urbanisme et de ce qui se fera dans le secteur. Alors, le contentieux, la commune essaye de mettre en rapport les parties pour essayer de trouver des solutions, pour éviter qu'on reste dans des situations de contentieux permanents. Et donc des rapprochements sont en cours pour essayer de trouver une issue. Merci. Voilà numéro 3. Allez, on embraye. Changez pas de mot. Alors, le cadre de vie. Petite superposition importante, puisque là aussi les règles qui s'imposent à nous sont importantes. Préserver l'activité agricole qui reste un repère identitaire fort pour le territoire. Ça passe donc pour protéger l'organisation des principales terres agricoles. C'est la conséquence des débats qu'on a pu avoir avec le schéma de cohérence territoriale et sur lequel il conviendra là encore un petit peu d'évoluer. Elles ont changé de couleur. Tout à l'heure, vous les avez vues, elles étaient jaunes. Maintenant, elles sont vertes. En maîtrisant l'organisation des parties basses, se limiter aux besoins. Par contre, on a une problématique majeure, c'est que, bien entendu, tous les terrains non bâtis et constructibles sont des terrains identifiés comme agricoles, d'où la nécessité sur Saint-Bon-le-Bas et sur le Prat-Ouest de négocier avec les services de l'État, le SCOT et la Chambre d'agriculture pour compenser justement ces interventions par rapport à d'autres préservations. On est toujours là aussi sur les compensations. Donc l'idée a consisté à dire on ne grignote pas tous les espaces agricoles, on en grignote 2 parce qu'ils font partie du projet de vie nécessaire et porté par la collectivité. Traiter les entrées de la commune, bon, on en a déjà parlé, hein, mais notamment le long de la RD 910 et à proximité des principales gares de remontée mécanique. Ça passe par la valorisation de l'entrée de la RD 910 en réalisant la contre-allée dont on vous a parlé tout à l'heure dans le cadre de l'activité artisanale intercommunale, depuis le giratoire avec un stationnement non visible depuis la RD 910. Donc on est bien sur une réflexion pour faire évoluer, on va dire, une entrée moyennement qualitative. Maintenir l'ouverture des paysages au niveau de la gare du Prat, là aussi on a des sites emblématiques et des vues emblématiques sur lesquels il conviendra là aussi de pérenniser les capacités d'existence de ces fenêtres paysagères. Sur la synthèse, qu'on puisse reparler de cette synthèse. Donc sur le village, on développe l'image village-station-village par un projet urbain sur le Prat-Ouest. Sur le chef-lieu, on affirme le rôle de chef-lieu en soutenant l'habitat permanent, en favorisant des connexions aux domaines skiables et en améliorant l'espace public. Sur les hameaux, on conforte leur identité avec la possibilité de construire dans une enveloppe claire en prenant en compte l'éloignement des transports en commun et des services et en adaptant des règles de stationnement adaptées à ces secteurs. Sur Courchevel Village, on requalifie le centre-station, on fait du renouvellement urbain vers le front de neige, on priorise l'hébergement marchand pour l'animation.
Sur Courchevel-Morion, on développe et on assure une vie toute saison. Donc on poursuit le renouvellement urbain du centre, on conforte l'habitat permanent, on crée des lignes autour des limites claires et du ski au pied. Et pour Courchevel, priorité au centre-station, on renouvelle l'urbain, on travaille sur la place du piéton et on conforte l'enveloppe urbaine. Voilà, dans les très grandes mailles, la façon dont on a imaginé mettre en place une stratégie sur l'ensemble du territoire. Et puis, avec une pointe d'ironie, je vais laisser la parole à un autre urbaniste qui travaille aussi sur le territoire, et qui n'a rien dit pour l'instant, à Jérémy Caruso, pour nous présenter le schéma de synthèse. Voilà. Allez. Donc, pour commencer par rapport à nos différents niveaux de stations, donc tout d'abord, donc ça c'est aussi le fruit donc, de la loi Allure, de la loi Grenelle, de toutes les exigences qui sont faites en termes de densification et de limitation de la consommation des espaces. On a un travail particulier qui sera mené sur le renouvellement urbain, c'est-à-dire que l'essentiel du développement futur, notamment à Courchevel-Village et à Courchevel, sera porté par du renouvellement urbain. On reconstruit la station sur la station. Pourquoi? Parce que c'est ensemble qu'on a la proximité des remontées mécaniques. Toujours, on veut continuer à se développer. On cherche à continuer à se développer, mais forcément, pour accueillir de nouvelles populations, il y a la problématique des déplacements, qui nous dépasse largement, qui est à l'échelle interlandaise. Donc, du coup, il faut qu'on ait des solutions alternatives, donc à terme, le transport en commun partagé. Donc, on privilégie ici le renouvellement urbain. Au contraire d'autres secteurs, comme le Prat et Courchevel-Morion, qui eux, parce qu'on pense toujours aussi à la fois donc, au fonctionnement hivernal et au fonctionnement estival, qui sont les deux secteurs qui ont le plus de potentialité, notamment l'été, où là, on aura des fronts plus forts, à la fois en renouvellement urbain, donc le centre de Morion qui devra se poursuivre, mais également en confortement sur de nouveaux terrains qui sont encore vierges aujourd'hui, comme le Prat Ouest, ou dans le confortement de Courchevel-Morion. Donc là, il y aura un effort supplémentaire qui sera fait en termes de production de lit. Et à Saint-Bon également, où là on est donc sur le confortement de l'habitat permanent en lien avec la future remontée mécanique. Et des fonctionnements d'ensemble à travailler, donc à Courchevel, on est à la fois sur l'environnement urbain, mais également par rapport donc, à l'image qu'a cette station-là, il faut qu'on puisse travailler donc, sur l'animation urbaine et sur le confortement de la place du piéton. Soutien de l'habitat permanent, principalement à Saint-Bon, au Prat, à Morion, et on aurait pu ajouter aussi Courchevel où des terrains sont identifiés pour la production de logements sociaux. L'hébergement saisonnier, on l'a vu, des terrains identifiés à Morion et à Courchevel. Le soutien du développement des lits touristiques, on en a parlé. La diversification d'activités économiques avec les deux zones d'activité artisanale qui devraient voir le jour à terme, au carré, donc une zone qui serait d'intérêt intercommunal, donc qui sera à voir aussi avec la communauté de communes, et une zone plus d'intérêt local pour les artisans locaux, donc au Frédé, à côté du Prat. Le transport urbain par câble, donc deux solutions. Déjà à court terme, à moyen terme, on va dire un départ depuis le Prat, donc déjà pour limiter les flux routiers sur les parties hautes, et à long terme de pouvoir stocker donc, la majeure partie des véhicules, soit au carré, soit à Beauzelle, en fonction des faisabilités possibles, avec donc, des parkings relais qui seront aménagés soit au carré, soit à Beauzelle, et au Prat, donc le parking qui est prévu. Voilà. Donc une tentative de visualisation du projet qu'il nous va falloir maintenant traduire en termes d'orientation d'aménagement, de plan de zonage et, en tant que tel, de règlement. Donc il va de soi qu'au jour d'aujourd'hui, la cohérence doit se faire par rapport à toutes ces grandes lignes qu'on vous a présentées très sommairement et très rapidement ce soir, qui devront trouver leur traduction réglementaire et leur application sur le territoire communal. J'ai même tendance à dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'exercice préféré des services de la préfecture, c'est de vérifier que le projet politique porté par l'équipe, c'est-à-dire le projet d'aménagement et de développement durable, se retrouve dans sa traduction réglementaire. S'il ne s'y retrouve pas, c'est un point de fragilité. Je ne vous rappellerai à personne que vous avez eu des documents d'urbanisme qui ont appris à voler ou à sauter. Il faut peut-être qu'on s'arrête et qu'on puisse travailler en sérénité et en bonne intelligence. Je les ai tués, je sens que je les ai tués. C'est bien. Voilà. On peut avoir des explications pour ce qui va être fait au Pronet.
crois que c'est pas le Fresnay, c'est la zone, la décharge du Fresnay. On va pas aller faire une zone artisanale au Fresnay. D'accord, au Fresnay, il y a quelques zones qui sont identifiées pour du développement, mais c'est de l'habitat permanent pour les jeunes du village ou des gens qui ont des terrains qui sont vraiment contigus au village, mais pas une zone d'activité au Fresnay, je te rassure. Il faut être plus précis, parce que la décharge, elle est pratiquement Excusez-nous alors. C'était involontaire, cette angoisse, c'était involontaire. Il y a des questions là-bas à gauche. Comme vous parlez beaucoup des nouveaux transports, des bus, des navettes, des télécabines, est-ce que vous allez repenser le problème de stationnement? On avait souvent, lors des projets comme les surélévations, ça nous bloquait énormément. Ou même dans des petits collectifs, on arrivait à des nombres de places qui étaient effarants. Et donc avec toutes ces télécabines, ces navettes, est-ce qu'on va être un peu moins bloqué avec le stationnement? Je pense qu'un début de réponse qui a pu être fait, c'est des primes à la réhabilitation et à l'évolution. Ces primes, elles passent aussi par l'évolution du règlement. À partir du moment où on est capable de présenter une alternative, et que cette alternative, en effet, c'est le transport en commun. Vous avez commencé à donner un début de réponse à celle qui vous sera fournie. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a d'autres questions. Ah, Gérard. On veut simplement savoir, dans l'année qui court ou dans l'année d'après, le parking sous télécabine et tout, si c'est un projet, quoi, si c'est dans les premiers projets, dans les priorités, et puis quelles sont vos prochaines priorités aussi, par quel ordre? Gérard, bien sûr que le parking du Prat reste d'actualité. On est en train de régler les derniers problèmes fonciers. Donc avec Patrick, il nous reste quelques propriétaires à voir. L'objectif, c'est de traiter à l'amiable. Parce que bon, on ne veut pas rentrer dans une procédure, c'est toujours difficile au niveau relationnel, très compliqué. Donc on est dans l'action et on va rencontrer les propriétaires. Les éléments techniques du parking vont être lancés, la phase projet, je veux dire. Ça, c'est une première chose. Moi, je pense qu'il faut quand même, dans tous nos projets, je voudrais quand même remercier les propriétaires locaux qu'on sollicite sans arrêt. Je pense au télésiège de la forêt qui est à côté de nous, qui peut être réalisé rapidement grâce à des accords avec les propriétaires locaux. Et je tiens vraiment à les remercier parce qu'on sollicite toujours les mêmes. Donc sur le parking du Prat, pour les accords amiables, on avait fait une espèce d'accord en disant qu'il bénéficierait d'une place à demi-tarif pendant 15 ans. Donc voilà, il nous reste, je crois, 6 accords fonciers à finaliser. Patrick est extrêmement actif sur ce dossier. Les projets à venir pour l'année prochaine, Gérard, c'est déjà le cheminement piéton à Montgelat, parce qu'on s'aperçoit que c'est extrêmement dangereux pour les piétons. Donc un cheminement piéton qui sera en surélévation sur le mur. À Montgelat, il y aura sans doute aussi un parking à Saint-Bon-le-Bas qui est complètement saturé. Pour une fois, on a des terrains communaux. On pourra réaliser une quinzaine de places. Bien sûr, des travaux d'assainissement, de voirie qui ne se voient pas forcément, mais qui sont extrêmement structurants. L'achèvement des grandes comptes, bien entendu. Et voilà, des travaux de voirie, mais toujours... voilà. Enfin, le parking du Prat, voilà où on en est aujourd'hui. Parce qu'il s'avère que lors des Jeux Olympiques, enfin Noël, vous connaissez le sujet, on pensait avoir fait l'acquisition de tous les terrains et il s'avère qu'il en restait, je crois qu'il en restait 17 qui n'avaient pas été finalisés. Enfin, les actes n'avaient pas été passés. En parlant de cheminement piéton à Montgelat, il y a aussi dans les travers, quand on redescend, le stationnement qui devrait être supprimé quand même, les gens qui redescendent de l'arrêt du Carré sur Saint-Bon, sur le Carrefour. Et ceux qui... Et aussi vers le petit Carré, quand on traverse un petit peu... Je vois ce que tu veux dire, c'est l'arrêt bus qui se situe au Carré sur la droite. Dès qu'on descend du bus et qu'il faut redescendre chercher sa voiture au rond-point, il y a une difficulté, il va falloir aménager un trottoir tout le long, parce que le virage est très dangereux en plus, et ramener les gens à leur véhicule sans danger. Ça c'est clair, hein, on en a parlé. Il n'y a pas d'éclairage, le passage piéton au début il était assez bien respecté.
Et pour l'emprunter tous les jours, maintenant les gens sont même plus là. Dans le pas non plus, d'ailleurs. Mais ça, s'ils ne font pas gaffe aux piétons, c'est grave pour eux. J'ai donné un coup de pied dans une voiture l'autre jour. Y a-t-il d'autres questions? La traversée de Saint-Bon, est-ce que vous avez déjà un projet, une idée de ce que vous allez faire? Alors, le projet de Saint-Bon, c'est le projet que nous aimons appeler le cœur de Saint-Bon. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la mairie, en termes de surface, a atteint ses limites. Comme tu le sais, il y a des personnels de la mairie qui travaillent dans des Algeco, donc c'est vraiment plus possible. Et c'est pour ça que le cœur de Saint-Bon, c'est un projet déjà rénovation de la mairie, sécurisation des piétons. On voit quand on a des cérémonies, des sépultures ou des mariages, les piétons sont sur la route, il n'y a pas de cheminement, il n'y a pas d'endroit pour faire de photos, il y a un problème de stationnement, donc on pourrait imaginer un parking souterrain. Il y a le projet aussi du déplacement du monument aux morts, le projet aussi éventuellement du télésiège, bien entendu, comme j'ai dit tout à l'heure, par le biais d'un développement de guides touristiques. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui le cœur de Saint-Bon. Et il y a le sujet, bien sûr, des allobroges. Donc là, on a des pistes de travail sur un opérateur qui serait motivé pour, sur cette opération, les allobroges, que nous n'avons bien entendu pas oublié. L'objectif, c'est d'amener vraiment une âme dans le village, que ce ne soit pas seulement une route qui traverse le village. Après, on peut imaginer de déplacer un peu la mairie, je viens de dire, en gardant les aspects architecturaux, c'est-à-dire la façade sarde à laquelle nous sommes tous très attachés, mais techniquement aujourd'hui on est capable de reconstruire à l'identique, même en réutilisant les colonnes qui sont à la mairie aujourd'hui. Voilà, moi je ne veux pas blesser la population. Si on déplace la mairie, elle sera reconstruite à l'identique. Regardez l'escalier de dedans. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je trouve que c'est... Ah, une question. C'est deuxième tentative, mais je suis Vous avez cité tout à l'heure le golf à long terme, bien sûr, à très très long terme, c'est certain. Mais le golf, jusqu'à maintenant, il avait été au poste classé golf. Bon, vous avez suivi mon intervention, mais je pense qu'il faudrait qu'il reste classé golf, parce que dans 15, 20 ans, 30 ans, moi je ne verrai pas. Mais si un jour vous voulez le faire, avec toutes les contraintes agricoles aujourd'hui, qui vont prendre de l'ampleur, parce que les agricoles de moins en moins, moi je pense que c'est judicieux de le laisser. Parce que c'est surtout une intervention, mais je vois un peu plus loin que vous. Moi je serais plus nuance, mais je pense qu'il serait judicieux de le faire. Si on parle du golf existant, de toute façon, il est bien évident qu'on laissera classer ce qui est classé. Si on veut développer, on a une seule obligation, c'est de passer, à faire simple, de passer par une unité touristique nouvelle, ce qu'on appelle des UTN. L'UTN doit être autorisé par le schéma de cohérence territoriale, donc ça veut dire qu'il nous faut demander au schéma de cohérence territoriale d'inscrire l'unité touristique nouvelle, et ensuite elle doit être proposée selon sa dimension, soit au préfet de région, et validée par ce dernier. Donc les embûches sont nombreuses, mais à partir du moment où l'équipe municipale pense que le principe d'un golf est un principe qui doit demeurer, on le fera et on l'inscrira comme tel. Mais cela ne veut pas dire pour autant que demain, même s'il est inscrit dans le PLU, il pourra se faire facilement. La difficulté sera qu'il nous conviendra, c'est que le schéma de cohérence territoriale le valide et que le préfet l'accepte. Mais voilà, là aussi, je pense que s'il y a une véritable capacité, et monsieur le maire l'a précisé, de dire c'est pas demain, mais ça peut être après-demain et on n'abandonne pas l'idée, on peut l'inscrire. Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. D'autres questions? Bon, écoutez, notre troisième tentative, donc là, succès. Je pense qu'il est important qu'on ait des moments de partage et d'information comme ce soir, avec des questions extrêmement pertinentes et intéressantes. Donc voilà, Bernard vous a dit que durant l'été, il y aurait des phases de concertation. Après, il y aura la phase d'enquête publique.
Et on s'aperçoit que lors des enquêtes publiques, on a toujours des remarques négatives. Il serait bon que certains d'entre vous qui aient des remarques positives viennent les inscrire à la mairie, de façon à ce que ça nous permette d'évoluer rapidement sur la sortie de notre PLU. Je voulais juste dire un petit mot aussi sur le recensement qui est en cours. Il est extrêmement important que vous soyez attachés à ce recensement parce que ça a de grosses conséquences pour la commune, notamment en termes de dotation. Vous avez vu que les dotations de l'État sont constamment à la baisse, donc il faut vraiment qu'on ait une population identifiée. À l'heure actuelle, on n'a recensé que 1300 personnes, et vraiment c'est grave si on veut maintenir la même qualité de service dans notre commune. Donc soyez très sensibles à ce recensement, il y a vraiment un enjeu essentiel. Donc pour terminer la réunion, il faut toujours avoir on a parlé beaucoup de technique, une petite touche un peu plus romantique, et c'est Josette qui va se charger de la conclusion. En tout cas, merci de votre attention, et c'était une réunion extrêmement constructive. Merci Philippe. Bon, j'espère que cette réunion vous a conforté dans l'idée que vous faites du travail du conseil municipal autour de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est le sujet très pondérant, hein, ça concerne tout le monde, aussi bien la vie touristique, donc économique, la vie locale, et on est très attaché à ce que tout le monde y trouve son compte. Donc on espère que vous avez été rassurés par cette réunion, on travaille au mieux. Voilà, le petit pot de l'amitié maintenant, c'est ça? Bonne soirée.